Bienvenue sur Pogledi FR pour une nouvelle chronique iconoclaste de l'actualité des Balkans. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 et beaucoup de courage en ces temps de plus en plus difficiles qui permettent de moins en moins de faire des projets pour l'avenir. Si vous souhaitez nous aider, abonnez-vous à notre chaîne, faites-la connaître autour de vous. Pour ceux qui le peuvent, faites un don sur notre compte Tipeee en échange d'exemplaires de nos livres, que vous pouvez aussi commander dans toute bonne librairie ou sur notre site internet. Alors j'aurais voulu publier cette chronique plus tôt, comme promis dans ma précédente chronique, mais des problèmes persistants de plomberie m'ont empêché de me concentrer sur l'actualité. C'est incroyable comme un ennui matériel impromptu peut agir sur le mental. L'actualité est par ailleurs riche en rebondissements concernant les Balkans, et il est de toute façon préférable de commenter les événements avec recul pour ne pas se laisser entraîner par des rumeurs ou des manipulations. L'autre solution serait de faire une revue de presse quotidienne à chaud, mais sans analyse critique, ça ne me semble pas apporter grand-chose. Et enfin, l'actualité est fortement imprégnée de politique et de ses corollaires, propagande, mensonges, hypocrisie, et il faut vraiment beaucoup de force psychologique pour expurger tout ça, et faire connaître des faits pour aller au fond des choses. Alors, au programme de cette chronique, la Croatie passe à l'euro, les migrants en Serbie et le théâtre du Kosovo Metohiji. Pour commencer, la Croatie a été acceptée de justesse à partir du 1er janvier 2023 dans l'espace Schengen. Ces 6 derniers mois planait le risque que, comme la Bulgarie et la Roumanie, la Croatie n'y soit pas admise, mais finalement, au contraire des deux autres, elle l'a été. Cette acceptation dans Schengen permet aux citoyens de séjourner à l'intérieur d'un autre État membre pendant 3 mois, sans formalité particulière et en particulier pas de contrôle aux frontières. La Roumanie et la Bulgarie, qui étaient aussi candidates, ont été refusées, car pour adopter une décision, il y a besoin de l'unanimité des membres de Schengen et la Hollande a pointé des problèmes de corruption dans ces pays. Quand on sait la puissance de la mocromafia qui terrorise même la famille royale à Amsterdam, on apprécie le prétexte, ainsi que l'Autriche pour des raisons de risque d'immigration clandestine. Au même moment, la Croatie est officiellement passée à l'euro ce 1er janvier et a ainsi envoyé dans l'histoire sa monnaie, la kuna, qu'elle avait choisie en 1994, qui avait été acceptée par le système monétaire international, bien que c'était ce même nom qu'entre juillet 1941 et 1945 portait la monnaie de l'État indépendant de Croatie de sinistre mémoire, allié de l'Allemagne nazie. Une particularité toutefois, puisqu'on nous vante la richesse millénaire de l'histoire croate, et pourtant les pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros seront gravées du portrait de l'illustre Serbe naturalisé américain Nikola Tesla, que l'État profond croate tente de s'approprier ces dernières décennies. C'est ce qu'on appelle de l'appropriation identitaire. Dire de quelqu'un qu'il est croate parce qu'il est né dans une région qui est aujourd'hui en Croatie, mais qui ne l'avait jamais été avant 1940, et donc pas même du vivant de la personne. Pour information, le père de Nikola Tesla était un prêtre de l'église orthodoxe serbe, sa mère était la fille d'un prêtre de l'église orthodoxe serbe, il est né à Smiljan, au milieu du XIXe siècle, dans ce qui s'appelait à l'époque l'Empire d'Autriche, dans une région qui n'avait jamais été en Croatie, mais qui avait été conquise et dominée par les grandes puissances tout au long de l'histoire et que Nikola Tesla lui-même avait répondu en 1921 à un journaliste américain qui lui avait posé la question sur son identité. Je traduis et cite « Bien sûr, vous savez que je suis un Serbe ». Jusqu'ici, cela pourrait passer pour anecdotique si on ne précise pas que, au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'église orthodoxe serbe dans laquelle est né Nikola Tesla, qui datait du milieu du XVIIIe siècle, ainsi que celle où avait officié son père, comme prêtre dans la ville voisine de Gospić, ont été incendiées et rasées. Puis en 1992, les soldats de la Croatie tout juste reconnue indépendante de la Yougoslavie font dynamiter ces mêmes églises qui avaient été reconstruites, et d'ailleurs celle de Gospić a été ensuite remplacée par un parking. Ils ont aussi détruit un imposant buste de Nikola Tesla et la maison de son enfance qui avait été, après 1945, transformée en musée, et ce qu'il contenait qui avait appartenu à Nikola Tesla. Rappelons aussi que le jour de la Sainte-Élie, le 2 août 1941, les Oustachis avaient massacré 506 femmes et enfants serbes du village natal de Nikola Tesla, dont 11 membres de sa famille, qui depuis se trouvent dans la fosse commune près de cette même église où il avait été baptisé. Inutile de préciser que ces événements et les victimes ne sont toujours pas connus par l'immense majorité des Croates,
puisque personne n'en parle jamais et que le génocide des Serbes dans la Seconde Guerre mondiale était un tabou absolu en Yougoslavie communiste. Et aujourd'hui, les autorités croates n'ont pas honte de faire graver son visage sur leurs pièces d'euros, alors que l'oustachisme est toujours plus ou moins ouvertement célébré dans l'opinion publique croate. Alors cette appropriation identitaire par la Croatie aurait pu sembler cocasse si la République de Croatie actuelle n'avait pas officiellement déclaré refuser l'héritage de l'État indépendant de Croatie, allié de l'Allemagne nazie. Par contre, en ce qui concerne cette appropriation de Nikola Tesla, on est face à un mur de silence de la classe politique croate. Quand même, certains intellectuels croates sont contents de voir disparaître d'après eux, dernier symbole du régime oustachi en vigueur en Croatie, avec la kuna qui cesse d'exister. On n'est pourtant pas près de voir l'oustachisme et la haine des Serbes massivement rejetés par l'opinion publique croate. En décembre, par exemple, la municipalité de Vukovar s'est empressée de faire interdire l'usage de l'alphabet cyrillique, et donc non plus le droit d'utiliser la langue serbe dans l'espace public, car le dernier recensement a montré que moins des 30% requis de la population de l'agglomération est serbe. Et il est exactement tenez-vous bien, 29,73% de la population. Ce qui veut dire que pour un manque de 55 personnes, 6890 autres Serbes auront interdiction de parler ou écrire en serbe. Pourtant, la ville de 23 500 habitants compte 14 600 Croates. Par ailleurs, au moment des fêtes de Noël, le 6 janvier, on a découvert dans le cimetière serbe de Vukovar des tombes dont beaucoup datent du 19e siècle, vandalisées avec des pierres tombales brisées au sol ou arrachées. Condamnation officielle du maire, mais que peut-on en penser alors que c'est la 3e fois en 3 mois? Et il y a peu de chances de voir un jour les coupables arrêtés condamnés. Bref, tout ça ne va pas aider à un rapprochement entre les peuples. Sans transition, au nord de la Serbie, à la frontière avec la Hongrie, près de Horgoš, des migrants marocains et afghans se sont affrontés en bande organisée à coups de kalachnikov, un soir de fin novembre 2022. Et il n'y aurait pas eu de réaction des autorités si les réseaux sociaux en Serbie n'avaient pas à ce moment été inondés de vidéos sur lesquelles on entend distinctement des tirs de kalachnikov. La police antiterroriste et la gendarmerie ont été envoyées, tout l'arsenal pour la traque des criminels et pour passer le secteur au peigne fin a été déployé, dont des drones et des clandestins ont été arrêtés, dont un migrant blessé par balle. Une casquette floquée de l'emblème de l'organisation terroriste albanaise de sinistre mémoire l'UCK a été retrouvée sur l'un d'eux, et des passeurs arrêtés. Je vous mets une vidéo de l'arrestation diffusée par la police de Serbie, et je ne peux m'empêcher de penser à une mise en scène pour rassurer la population. Parce que dans cette région du nord de la Serbie, il est tellement fréquent que la police ne fasse rien pour régler les agressions physiques dont sont victimes les habitants depuis l'apparition des migrants il y a quelques années. Enfin, vous remarquerez dans la vidéo que parmi ces migrants illégaux, il n'y a que des hommes qui semblent avoir rarement atteint l'âge de 40 ans. Les contribuables de l'Union européenne dont vous êtes seront heureux d'apprendre que la Commission européenne a versé 39,2 millions d'euros en octobre dernier à 4 pays des Balkans. Bosnie, Serbie, Monténégro et Albanie, pour l'aide à la gestion des frontières et aux migrations. D'après le communiqué de presse, cette aide consisterait en la fourniture d'équipements spécialisés. Sans plus de précision, ça reste assez vague. Par ailleurs, la Commission en a profité pour accroître les compétences de Frontex, qui jusqu'ici ne pouvait envoyer des fonctionnaires qu'à la frontière de l'Union européenne. Mais cette fois, ils pourront être envoyés aux frontières de ces pays limitrophes de l'UE avec des pays tiers. C'est-à-dire que, par exemple, Frontex pourra se déployer sur la frontière entre la Serbie et la Macédoine du Nord. Tout ça, bien sûr, formellement, après négociation avec les pays concernés. Et ça ne doit pas marcher bien fort pour Frontex, puisque le 29 décembre dernier, la police de Serbie a capturé, toujours à la frontière avec la Hongrie, près de la ville de Subotica, 105 migrants illégaux, dont 25 sont recherchés par Interpol. Parmi eux, tenez-vous bien, un général et des officiers de l'armée d'Afghanistan, dont un sniper, pour lesquels la France avait émis un avis de recherche, notamment pour terrorisme. Le même jour, dans la ville de Kikinda, plus à l'est en Serbie, cette fois sur la frontière roumaine, une autre opération de police et de gendarmerie a capturé 110 migrants illégaux, qui ont été retrouvés avec des armes automatiques, des munitions et de la drogue, et ils ont été transportés vers le centre d'accueil pour réfugiés le plus proche. Je vous mets en description le lien vers l'article de la télévision publique serbe, RTS, qui l'évoque, qui comporte un extrait vidéo de l'interview du chef de la police aux frontières qui en fait état. Certes, c'est en serbe, mais avec Google Translate, vous y comprendrez l'essentiel.
et on se demande où tout ce beau monde va échouer dans les prochaines semaines. Passons maintenant au sujet principal de cette chronique, le théâtre du Kosovo Metochi et ses derniers rebondissements. Faisons un petit récapitulatif des événements. Le 1er novembre était le délai entre guillemets recommandé en septembre par l'adjoint du commandant de la KFOR, c'est-à-dire de l'OTAN, aux prétendues autorités albanaises du Kosovo Metochi pour faire changer les plaques minéralogiques serbes des véhicules en plaques prétendument kosovares. Les Américains et Européens, mi-octobre, avaient accordé leur violon pour entre guillemets conseiller, à quelques jours d'intervalle, le report de 10 mois de cette décision albanaise, et l'émissaire américain avait déclaré au nom des 5 de la quinte occidentale, je cite, « J'aimerais que cela se fasse parce que nous sommes les pays qui soutenons le plus le Kosovo, c'est-à-dire les Albanais sécessionnistes. » Et je disais qu'il était peu probable qu'une escalade survienne à la fin du mois entre Serbes et forces illégales albanaises à propos des plaques minéralogiques. Vers la fin octobre, les Albanais ont fait monter la sauce, leur Premier ministre déclarant qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire. En réaction, les membres de la liste serbe, parti politique au Kosovo Metochi et émanation du parti du président de la Serbie, Vučić, après avoir rencontré le commandant de la KFOR, envoient un appel à l'aide au président de la Serbie pour, je cite, « préserver la paix et la sécurité des Serbes au Kosovo Metochi », lequel président convoque un conseil de défense nationale à Belgrade, à l'issue duquel il fait une conférence de presse où il proteste énergiquement, où il nous apprend qu'il avait proposé, sans même avoir consulté le Parlement de Serbie, que les plaques de véhicules des Serbes au Kosovo Metochi soient au statut neutre, ce qui veut dire quand même remplacer les plaques légitimes de la République de Serbie par d'autres plaques, fussent-elles neutres, et que les politiques albanais les ont supprimées, bref, des gesticulations. Depuis, les gesticulations avaient continué. Le Premier ministre des Albanais du Kosovo Metochi est venu avec une nouvelle mesure. Après le 1er novembre, la police ferait de la prévention pour les porteurs de plaques serbes sur leurs véhicules pendant une quinzaine, puis ce seront des amendes pendant les semaines suivantes pour les avoir conservés, puis une dernière phase où il y aurait interdiction de circuler, saisie du véhicule, amende, etc. Arrive le 1er novembre et les premières tracasseries par la prétendue police albanaise du Kosovo. Les Serbes dans le nord du Kosovo sous occupation de l'OTAN qui avaient accepté de faire partie de cette pseudo-police et de l'administration et du prétendu gouvernement décident de démissionner collectivement pour protester contre le fait que des officiers de leur pseudo-police qui refusaient de terroriser leurs concitoyens serbes du Kosovo Metochi avec cette histoire de plaque d'immatriculation subissent des pressions. Ainsi, des conseillers municipaux, maires, policiers, ministres et autres fonctionnaires serbes du pseudo-État du Kosovo sous occupation de l'OTAN démissionnent collectivement. Car oui, comme dans chaque peuple et nation, il y a des collabos avec les occupants ou des agents de l'étranger. Les Serbes ne font hélas pas exception. Il est vrai que mon point de vue est peut-être un peu dur, car d'un côté les Serbes, sans oublier les minorités et même des Albanais qui souhaitent rester loyaux à la Serbie, sont traqués, victimes de tracasseries, pressions et terreurs dans une région du monde prétendument sécurisée par la communauté internationale sous mandat de l'ONU. De l'autre, ils ont été incités à participer aux institutions de ce Kosovo albanais dont la Serbie ne reconnaît pas l'indépendance. Évidemment, les gouvernements successifs à Belgrade, depuis 1999, sont sous pression et chantage constant de la part des Occidentaux, ce qui est sans doute une des explications de l'attitude de Belgrade. En clair, les Serbes du Kosovo Metochi se retrouvent entre le marteau et l'enclume, et tout le monde n'a pas la force mentale d'un général Draža Mihailović et ses tchétniks, qui pendant la Seconde Guerre mondiale s'étaient retrouvés attaqués par les communistes d'un côté, et l'Allemagne nazie et ses alliés de l'autre, pour affronter les deux. Je me permets cette petite digression parce que peu de gens connaissent et comprennent le particularisme très inconfortable dans lequel s'était retrouvé celui qui avait pourtant apporté beaucoup aux alliés, assassiné après un procès stalinien à Belgrade en 1946, mort en martyr, auquel on avait prévu d'ériger un monument en face de la Maison Blanche à Washington. Et pourtant la propagande des anti-serbes continue de le calomnier, de calomnier le mot tchétnik en s'en servant systématiquement pour un sens le plus lourdement péjoratif, pour tout ce qui a trait aux Serbes même aujourd'hui. Bref, sur cette digression, je vous invite à vous procurer dans toute bonne librairie Le Royaume de Yougoslavie dans la Seconde Guerre mondiale, que nous avons publié il y a quelques années, qui présente le strict minimum à savoir sur le sujet. Fin de digression.
Donc en effet, il y a des Serbes qui participaient aux institutions de ce pseudo-Kosovo sous administration de l'OTAN, qui au nord de la rivière Ibar ont démissionné collectivement en ce mois de novembre. En parallèle, les pseudo-autorités albanaises du Kosovo tentent d'investir avec leurs forces spéciales de police cette région pour s'y établir durablement. Évidemment, la situation crée des tensions qui naturellement font oublier l'histoire des plaques d'immatriculation, et c'est probablement le but de toute cette agitation. Faire oublier que les Albanais du Kosovo Metochi ne peuvent pas aller contre la décision des États-Unis de report dans l'affaire des plaques d'immatriculation. En clair, faire oublier que les pseudo-autorités albanaises du Kosovo Metochi sont totalement inféodées aux États-Unis. Un petit rappel s'impose ici, parce que je suis persuadé que vous vous y perdez avec les termes de pseudo-autorité albanaise du Kosovo, sous administration de l'OTAN, mandat de l'ONU, etc. La résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en juin 1999, mettait fin à l'ingression de l'OTAN sur la Serbie après l'accord technico-militaire signé à Kumanovo entre les belligérants. Cette résolution est contraignante, c'est-à-dire qu'elle s'impose. Elle n'est pas optionnelle, comme des résolutions d'autres structures, même à l'ONU. Cette résolution dispose que le Kosovo Metochi reste partie intégrante de la Yougoslavie, c'est-à-dire de la Serbie en tant qu'héritière juridique, et que les seules forces armées légales au Kosovo Metochi sont les forces internationales sous mandat de l'ONU, qui s'appelle la KFOR, c'est-à-dire l'OTAN, et qu'il est prévu dans cette résolution la présence d'un certain nombre de personnels de police et de l'armée de la Serbie soit autorisés au Kosovo Metochi en accord avec la KFOR, quand, je cite, le besoin s'en fera sentir, et notamment aux frontières de la Serbie, dans le sud du Kosovo Metochi, avec ses voisins l'Albanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord. On évoque souvent le chiffre de 1000 soldats et policiers, mais je crois que le nombre n'est pas précisé, et puis on attend toujours son déploiement depuis 23 ans. Après le départ du Kosovo et de Metochi des forces armées et de police de Serbie en juin 1999, de nouvelles forces de police sont créées sur le terrain par la mission de l'ONU, appelée la MINUC, laquelle, par un tour de passe-passe, a, dans les faits, passé le relais à une mission de l'Union européenne appelée EULEX. Après la déclaration illégale d'indépendance des Albanais du Kosovo Metochi en 2008, pour rappel sans qu'aucun référendum n'y ait été tenu, et quand on compare avec la Crimée où il y a eu un référendum que les Occidentaux refusent de reconnaître, on voit bien le deux poids deux mesures. Alors cette police internationale est alors mise sous tutelle d'un prétendu ministère de l'Intérieur du Kosovo albanais. Et c'est cette force de police composée de personnes vivant au Kosovo et en Metochi, qui était précédemment sous les ordres de l'ONU, qui est passée sous le contrôle de ministère de l'Intérieur, des autorités temporaires, entre parenthèses, c'est selon la résolution de l'ONU leur statut légal, fin de parenthèse, du pseudo-État du Kosovo dans lequel travaillaient aussi ces Serbes. Cependant, il faut souligner qu'ils ont aussi dû se plier pour être admis à prêter serment à une prétendue constitution de ce faux État, ce qui n'a donc aucune légitimité, mais sur le terrain c'est marche ou crève. Au début, dans les années 2000, l'idée était que pour assurer les services administratifs et la sécurité des Serbes vivant au Kosovo et en Metochi, il était hors de question pour la population que ce soit fait par des Albanais. Alors des Serbes se sont portés volontaires et Belgrade les a aussi poussés à s'impliquer, ce que la capitale a aussi fait pour faire participer la population au système électoral albanais, qui est donc séparé du système électoral du reste de la Serbie. En gros, et pour résumer, le statut du Kosovo Metochi est garanti par la résolution contraignante du Conseil de sécurité de l'ONU, comme faisant partie de la Serbie. L'ONU mandate du personnel pour assurer les pouvoirs exécutifs, puis transfère le bébé à l'Union européenne, qui force des prétendus accords de Bruxelles pour des prétendues normalisations et dialogues entre la Serbie et les séparatistes albanais du Kosovo. Tout ça dans un cadre où les Occidentaux ont l'exclusivité de la résolution de la question, et donc faire céder la Serbie à petit feu. Ce qu'ils cherchent par là est d'exclure la Russie d'un processus qu'ils se sont auto-arrogés. D'où l'importance pour les Occidentaux d'avoir à Belgrade un gouvernement inféodé à l'Occident, qui de son côté ne va pas interférer avec les initiatives occidentales et par exemple ne va pas décréter le Kosovo Metochi comme territoire occupé, et qui va se plier à des dialogues et normalisations stériles, dirigés formellement sous le chapiteau de l'Union européenne, qui n'apportent aucune réelle solution, mais plus concrètement impose la mainmise complète de l'Occident sur la région en pressant la Serbie pour ne conserver qu'une souveraineté de façade, tout en excluant la Russie. Et cette souveraineté de façade n'est pas réservée qu'au statut de sa province, du Kosovo Metochi,
mais aussi au lien de la Serbie avec la République serbe de Bosnie, à ses décisions quant au partenariat dans divers domaines qu'elle pourrait mettre en place avec des pays étrangers, et en particulier avec la Russie, mais aussi concernant les positions sociétales, c'est-à-dire le wokisme, l'agenda vert, faussement écologique, etc. En témoignent de cela les nominations au gouvernement de personnes qui ne semblent avoir été recrutées que pour ça. Par exemple, le Premier ministre est une femme ouvertement homosexuelle, et avant d'avoir été nommée au gouvernement, elle n'a comme expérience que d'avoir travaillé pour des faux-nez du gouvernement américain en Serbie, comme des entreprises de consulting pour la mise en place de projets financés par l'USAID, ainsi qu'une société américaine d'installation d'éoliennes, ou cet autre ministre dont j'ai déjà parlé, Dubravka Djedovic-Negre, qui a travaillé pendant des années pour la mise en place de financement de projets de la Banque européenne d'investissement avec son mari Christophe Negre. D'ailleurs, depuis qu'elle est ministre, on ne la présente curieusement que sous son nom de jeune fille. Le nom d'épouse est gommé. Bref, en matière d'ingérence étrangère, et en l'occurrence occidentale, américaine, dans les affaires intérieures d'un pays, présenté comme souverain et son système électoral, je crois que la Serbie est un cas d'école. Donc, les Serbes démissionnent collectivement de ces institutions temporaires du Kosovo. Les Albanais ont évidemment profité de l'occasion pour installer les leurs, pour remplacer les Serbes, et en particulier dans les mairies. Et la police illégitime d'Albanais tente de s'établir dans le nord du Kosovo, majoritairement habité par les Serbes. Et ils mobilisent même leurs forces spéciales pour conquérir ce secteur laissé vide de policiers serbes. Et la population bloque avec des poids lourds, des troncs d'arbres mis en travers de toutes les routes qui y mènent depuis le sud. Les esprits s'échauffent. Des Serbes commandants de police qui venaient de démissionner sont arrêtés par cette police d'Albanais du Kosovo sous divers prétextes de criminalité, etc. et emprisonnés. La population serbe se regroupe sur les points de blocage des routes et s'y relaieront jour et nuit pendant presque tout le mois de décembre. Dans le même temps, au sud de la rivière Ibar, dans un des ghettos pour Serbes qu'on appelle pudiquement enclave serbe, au milieu de localités peuplées très majoritairement d'Albanais, à Velika Hoća, près de la ville de Prizren, où environ 500 Serbes sont les seuls qui restent à 60 km à la ronde, cette même police d'Albanais du Kosovo est venue saisir 40 000 litres de vin d'un Serbe qui, soi-disant, les détenait illégalement. En réalité, il est la 6e génération d'une famille de vignerons, et est un des plus gros producteurs de vin de la région, qui du fait de la folie Covid n'avait pas mis en vente le produit de ses récoltes pendant 2 ans, et avait donc gardé son stock pour l'avenir et avait mis sa société en sommeil. Autant que je sache, le vin est un produit qui se périme peu. Au contraire, il peut même se bonifier avec le temps. Les prétendues autorités albanaises arrivent avec leur prétendue douane illégitime, faut-il l'ajouter, déclarant qu'ils n'avaient pas d'entreprise pour justifier la possession d'autant d'alcool. Ce qui pourrait être un différend fiscal ou administratif dans un vrai pays se transforme en pression politique. Car le vigneron du nom de Serge Petrovic était même prêt à se plier aux lois illégitimes de ce Kosovo sous tutelle de l'OTAN, et on ne peut franchement pas lui en vouloir puisqu'il est dans un ghetto où on ne lui laisse pas le choix, et il était donc prêt à payer une amende de 35 000 €. Mais les forces spéciales de cette police prétendue douane en ont décidé autrement. Il fallait saisir les 40 000 litres de vin, en faisant venir un camion-citerne, dans lequel la dizaine de sortes de cépages différents seraient mélangés et le liquide sera bon à jeter. Voilà, c'est ce genre de pression que subissent les Serbes au Kosovo Metochi, pour les décourager de rester en les privant de leur gagne-pain, les faire partir, leur faire abandonner leurs terres séculaires. C'est une purification ethnique à bas bruit. La population du ghetto se rassemble autour de la maison du vigneron Petrovic pour tenter d'empêcher la saisie, mais rien n'y fait. L'alcool est saisi manu militari, malgré que le fils du vigneron soit monté sur le toit de sa maison, menaçant de sauter dans le vide, et sa femme se couchant devant les roues du camion-citerne. Ils ont été contraints d'appeler les villageois à ne rien faire pour éviter que ça dégénère. La famille du vigneron, dont le grand-père, 79 ans et en fauteuil roulant, dévoile que le camion-citerne est venu depuis le plus grand vignoble albanais de la région, qui avait été entreprise publique sous le communisme en Yougoslavie, où les Petrovic avaient travaillé et qu'elle a été illégalement privatisée à des Albanais après la déclaration illégitime d'indépendance de ce Kosovo Metochi sous administration de l'ONU. Le camion-citerne a probablement fourni le vin saisi aux Albanais de cet autre vignoble. Je crois que rien que ça s'appelle du vol en langage courant.
Ajouté à la saisie de tout le capital de vignerons serbes depuis 6 générations, ça s'apparente au nettoyage ethnique. Au vu de toutes ces tensions, la République de Serbie s'est enfin décidée le 15 décembre à exiger de la KFOR le retour d'un nombre convenu de policiers et militaires de l'armée serbe au Kosovo-Metohiji, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour appuyer cette exigence, elle apporte des dizaines de pages de documents notifiant les faits qui démontrent que depuis l'instauration de la mission de l'ONU, la MINUC, il y a plus de 20 ans, 312 agglomérations du Kosovo-Metohiji ont été vidées de leurs habitants serbes et non albanais, ce qui représente un réel nettoyage ethnique. Sans surprise, le représentant des États-Unis pour les Balkans, le fameux Gabriel Escobar, avait le jour même déclaré l'opposition absolue des États-Unis, comme si les USA étaient l'ONU et ses suiveurs comme l'Allemagne n'ont pas tardé non plus à exprimer la même position. Mais la réponse officielle, par la KFOR, après une longue phase d'études de 3 semaines, n'est venue que le soir du réveillon de Noël orthodoxe que les Serbes fêtent le 6 janvier 2023. Et ce, le jour où un Albanais, membre de cette police illégitime du Kosovo, avait ouvert le feu vers 2 gamins serbes qui revenaient du bois avec la traditionnelle branche de chêne pour Noël. Nommons-les Stefan Stojanovic, 11 ans, et son cousin Miloš Stojkovic, 21 ans, dans le sud du Kosovo-Metohiji, près de la frontière avec la Macédoine. Événement qui a choqué tous les Serbes dans le monde en cette veille de Noël, et qui a presque éclipsé une autre agression, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest, dans un village près de Prizren. Cette fois, l'agression gratuite par un groupe d'Albanais d'un Serbe de 18 ans, Stefan Tomic, qui se rendait chez sa tante après la liturgie de Noël célébrée à minuit à l'église orthodoxe serbe locale, et qui a reconnu parmi ses agresseurs des agents de sécurité d'un restaurant du coin. Après dépôt de plainte à la police illégitime, c'est lui qui a été interrogé le reste de la nuit, et évidemment pas ses agresseurs. Donc le jour où des incidents racistes contre des enfants serbes se produisent, qui choquent l'opinion publique serbe, la KFOR décide de refuser la présence de police et armée de Serbie, prétendant tenir fermement la situation. En parallèle, pour justifier de l'arrestation des Serbes qui avaient démissionné de la police illégitime sous contrôle des Albanais du Kosovo-Metohiji, leur gouvernement provisoire a publié mi-décembre une liste de 230 noms de Serbes qui auraient soi-disant commis des massacres sur des Albanais pendant l'agression de l'OTAN de 1999 sur la Serbie. Un nouvel exemple de pression pour chasser les Serbes, comme le fait régulièrement la Croatie, les Albanais du Kosovo inventent des crimes et des coupables des années après. Et là encore, la communauté internationale ne dit rien. Je ne sais pas l'idée que vous vous faites de la justice avec un grand J, mais quand on sait que des Albanais condamnés pour crimes, pour des actes terroristes établis par la justice yougoslave jusqu'en 1999, à des peines de prison de plusieurs années, voire décennies, sont libérés sans condition sur pression occidentale sur Belgrade, et que l'actuel premier ministre des Albanais du Kosovo-Metohiji avait lui-même été condamné à 15 ans de prison pour séparatisme et participation à organisation terroriste en 1999, et gracié par obligation officielle, comme indiqué sur le document, en 2001 par le président Koštunica, qui a succédé à Slobodan Milošević, après la première révolution de couleur de la CIA. Donc ça, les Occidentaux ne le reconnaissent pas comme la justice. Par contre, que des sécessionnistes albanais publient une liste de noms, tous serbes, pour accuser et faire arrêter des Serbes pour des massacres soi-disant commis sur des Albanais il y a 24 ans, ça, les Occidentaux n'y trouvent rien à redire. Toujours le 2 poids 2 mesures qui vise à terroriser les Serbes. Et pendant qu'on refuse aux forces armées et de police de la Serbie sa présence légitime et légale sur le territoire du Kosovo-Metohiji, en conformité pourtant avec la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU, il semblerait que le ministère de la Défense du prétendu Kosovo sous administration internationale a commandé pour 27,5 millions d'euros dans 11 semi-remorques d'armement et de munitions de guerre en provenance de la Turquie, qui étaient mi-décembre à la frontière entre Bulgarie et Macédoine. Mais on passe son temps à nous expliquer que ce sont les Serbes qui veulent la guerre. Mais revenons aux barricades érigées par les Serbes pour protester contre l'arrestation de policiers serbes démissionnaires de l'illégitime police du Kosovo. Les forces spéciales de cette entité se préparent à envahir le nord du Kosovo malgré les barricades. Des coups de Kalachnikov sont entendus ici ou là pour faire de la provocation. Les Albanais prétendant que les Serbes ont attaqué la KFOR,
démenti d'un général lituanien de la KFOR qui déclare que ceux qui ont tiré sont les mêmes qui veulent que les barricades soient levées, c'est-à-dire les Albanais. Le président de la Serbie, Vučić, met l'armée en état d'alerte maximum, fait envoyer des troupes vers les points de passage entre la Serbie centrale et le Kosovo-Metochi, et les militaires britanniques de la KFOR y étendent des barbelés pour bloquer une éventuelle incursion de civils patriotes serbes depuis la Serbie centrale. Tous les ingrédients sont réunis pour une escalade. Ajoutez à cela que l'illégitime police des Albanais du Kosovo a refusé l'entrée au Kosovo-Metochi le 25 décembre au patriarche de l'église orthodoxe serbe, Porfire. Pour rappel, dans la ville de Peć, en Metochi, se trouve depuis le XIIIe siècle le patriarcat de l'église orthodoxe serbe, et donc le trône du patriarche. C'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est un peu comme le Vatican pour les catholiques. Le premier ministre albanais du Kosovo temporaire a fait répondre que la condition pour le laisser entrer est de condamner publiquement les barricades montées par les Serbes. En clair, un chantage politique fait à une personnalité religieuse. Mais là encore, l'ambassadeur des États-Unis à Belgrade, Christopher Hill, a rappelé à l'ordre son poulain albanais au Kosovo, par voie de presse, disant que, je cite, « Il est important que la communauté serbe au Kosovo puisse voir son patriarche. J'estime que c'est quelque chose de fondamental pour ce qui est de la liberté religieuse là-bas, et vous ne trouverez personne dans la communauté internationale qui s'opposerait à l'entrée du patriarche au Kosovo. C'est notre position et j'espère que ceci ne se reproduira pas. Je crois qu'on ne peut pas exprimer plus clairement une relation suzerain à vassal. » Et coup de théâtre, si on peut dire, le 28 décembre, le président de la Serbie demande aux Serbes de lever les barricades, affirmant avoir des garanties des États-Unis et de l'Union européenne, que les policiers serbes arrêtés qui faisaient l'objet des revendications des Serbes sur les barricades soient relâchés, que les listes de Serbes à arrêter pour avoir protesté rédigées par l'illégale police albanaise du Kosovo sera déchirée, et que les forces spéciales de l'illégale police albanaise du Kosovo ne pourra entrer dans le nord de la province sans l'autorisation expresse de la KFOR. Ces garanties ne sont que la parole donnée, c'est-à-dire du vent, puisque par exemple les policiers serbes arrêtés sont 18 jours plus tard toujours en détention, et même pour l'un d'eux, elle a été prolongée de 2 mois. Pourtant, immédiatement après la levée des barricades, un article est publié dans le Jérusalem Post titrant « Vučić a empêché la 3e guerre mondiale ». Ça m'a fait quand même beaucoup rire, tellement c'est ridicule. Alors que doit-on tirer de tout ça ? D'abord que le premier ministre albanais de l'illégitime Kosovo tente de masquer à l'opinion publique le fait que c'est un état fantoche, illégitime, qui n'a aucun sens et totalement dépendant du bon vouloir des États-Unis. Il prend des initiatives qui contribuent à œuvrer au nettoyage ethnique à bas bruit contre les Serbes de Kosovo-Metochi qu'une fraction des Albanais veut réaliser afin de construire la grande Albanie fantasmée depuis un siècle et qui n'a existé dans l'histoire, je le rappelle, que sous l'Italie fasciste puis l'Allemagne nazie. La population serbe est torturée psychologiquement par les constantes provocations, harcèlements que ces autorités illégitimes albanaises du Kosovo-Metochi lui font subir, ainsi que des Albanais civils, depuis déjà le communisme. Ce Premier ministre sait très bien qu'il ne peut rien faire sans feu vert de Washington, mais il a besoin de faire croire le contraire aux Albanais du Kosovo-Metochi qui ne sont pas partis vivre en Europe occidentale. Alors il monte une mayonnaise qui frise l'affrontement mondial pour faire oublier à son opinion publique qu'il y a déjà eu 2 reports dans l'histoire des plaques de minéralogie des véhicules serbes, et pour éviter de s'attarder sur le 3e report préconisé, ou plutôt imposé par Washington et Bruxelles, qui aurait pu être vécu comme une humiliation personnelle, il y a besoin de détourner l'attention en provoquant de nouveaux incidents. De l'autre côté, à Belgrade, ils savent très bien tout cela, et de la même façon, le pouvoir à Belgrade a besoin de se draper de la toge du défenseur des frères serbes opprimés au Kosovo-Metochi, alors que concrètement, ils ne seront pas mieux lotis. Alors, Belgrade joue le jeu de la réponse appropriée aux provocations du camp d'en face en sollicitant des gesticulations de l'armée. D'ailleurs, depuis les garanties données par les Occidentaux aux Serbes pour qu'ils lèvent les barricades, les policiers serbes démissionnaires de l'illégitime police albanaise du Kosovo, qui avaient été arrêtés sur des accusations fantaisistes de crimes de guerre,
ont vu il y a quelques jours leur détention prolongée de 2 mois, 1 mois après avoir été arrêtés. Comme quoi les garanties obtenues dont se vantait le président de Serbie ne valent pas même quelques jours. D'un autre côté, comme à Belgrade, Washington et Bruxelles savent tout cela aussi. Et d'ailleurs, les réactions molles de la part de la communauté internationale, ou plutôt occidentale, à l'entêtement du ministre albanais, par opposition à l'excès inverse des réactions tranchantes appelant à embargo, blocus, sanctions, etc., quand quelque chose leur déplaît venant des Serbes et des Russes, est assez parlant. En clair, tous les dirigeants doivent savoir, et volontairement ou non, jouent leur rôle dans une sorte de théâtre du Kosovo Metochi à destination des opinions publiques. Pour autant, les prétendues autorités albanaises du Kosovo Metochi continuent leur travail de sape. Ainsi, le premier ministre des Albanais du Kosovo temporaire avait décidé l'an dernier de restaurer au sud de la ville de Kosovska Mitrovica la maison dans laquelle est né un certain Džafer Deva, avec participation au financement de l'Union européenne et d'une agence de l'ONU, l'UNDP. Ces dernières se seraient retirées du financement après les protestations des Serbes et beaucoup d'associations, et notamment après que le directeur du centre Simon Wiesenthal de Jérusalem, Ephraim Zourov, ait envoyé une lettre à ces 2 institutions demandant le retrait de leur financement, en rappelant que Džafer Deva, dont le surnom était l'Hitler du Kosovo, est le symbole de la collaboration des Albanais avec l'Allemagne nazie. En effet, dès l'invasion de la Yougoslavie par les forces de l'Axe, en avril 1941, il a été placé maire de la ville de Kosovska Mitrovica. Alors que le Kosovo Metochi avait été fusionné à l'Albanie, le tout rattaché à l'Italie fasciste sous l'autorité du roi d'Italie Victor Emmanuel III. Puis en 1943, après la capitulation de l'Italie, il est devenu ministre de l'Intérieur du gouvernement de l'Albanie sous tutelle de l'Allemagne nazie, et principal recruteur pour la division SS Skanderbeg, et responsable de crimes de masse contre des Serbes. À la fin de la guerre, il s'enfuira par l'État indépendant de Croatie jusqu'en Autriche, où Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler, l'aidera à s'établir avant de fuir comme tous les collabos des nazis sur le continent américain. Et il mourra de mort naturelle dans les années 1970. Mais voilà que fin décembre 2022, le premier ministre des Albanais du Kosovo temporaire revient à la charge sur le projet, son gouvernement votant un budget de 300 000 € pour la réfection de cette sinistre maison, pour en faire un musée. Un peu comme si la ville de Munich débloquait des fonds pour restaurer la maison dans laquelle est né Heinrich Himmler et en ferait un musée. Dans le même temps, il ne cesse d'accuser les Serbes, comme dernièrement ceux sur les barricades, d'idolâtrer le général Draža Mihailović et de représenter une menace pour les Albanais. Quand on voit ces valeurs, on comprend mieux pourquoi il prend cette posture. En attendant, l'histoire des plaques d'immatriculation a refait surface, puisque malgré le statu quo du mois de novembre, suspendant la volonté du premier ministre des Albanais du Kosovo temporaire d'imposer des plaques d'un illégitime Kosovo aux véhicules immatriculés en Serbie, à Sinedije, 2 ambulances portant des plaques serbes de la ville de Kosovska Mitrovica, qui transportaient hier 18 janvier et aujourd'hui des malades, et se rendaient en Serbie centrale dans un hôpital, ont été retenus pendant plusieurs heures par l'illégitime police du Kosovo temporaire, au point de passage sur la ligne de démarcation entre Kosovo et Serbie centrale. Et ils refusaient de les laisser sortir pour l'un et entrer pour l'autre, considérant leur véhicule comme non immatriculé. Et de nouveau, il faut que le porte-parole de l'Union européenne, Peter Stano, exige de la retenue aux pseudo-autorités albanaises du Kosovo. En résumé, on continue de harceler les Serbes au quotidien le plus souvent possible, invoquant n'importe quel prétexte, en coupant les cheveux en 4, interprétant les documents à sa propre convenance, pour fatiguer les Serbes et les faire partir. Cela s'apparente à une guerre à faible intensité, menée sur le long terme par ceux qui haïssent les Serbes, car ils savent bien que le gouvernement de Belgrade, inféodé à Washington, n'a pas la force morale de réagir, et pas même à au moins aller dans la bonne direction pour défendre le droit à l'existence des Serbes dans leurs foyers multiséculaires dans toute la région, et que donc le risque d'embrasement des Balkans est faible. Pour l'instant. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop saturé d'infos et que mon analyse est claire. Il y a encore hélas beaucoup d'infos dont j'aurais voulu parler, mais ça sera pour la prochaine chronique que j'espère publier très vite. Sans transition, n'hésitez pas à prendre en considération l'idée d'offrir un de nos livres. Si vous souhaitez nous aider, faites un don sur notre compte Tipeee. Ce sera bien entendu un échange de ces livres.
Merci à l'enthousiaste Mile Lukic de Birmingham en Angleterre pour son aide pour produire cette chronique. Abonnez-vous à notre chaîne, surtout cliquez sur la cloche de notification pour être averti en direct de la prochaine chronique. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à notre compte Twitter et à visiter notre site internet www.pougledy.fr. À très bientôt sur notre chaîne.